Merci, merci Sandro. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en écoutant les trois intervenants, en particulier peut-être, puisqu'on est un petit peu en regard, l'intervention de Catherine sur une espèce d'endroit où l'on parle, où on est peut-être, je parle tous les deux à peu près du même endroit là, à la fois en tant que chercheuse et à la fois en tant que vice-présidente recherche. Moi, dans ce que j'ai entendu, je trouve ça intéressant dans une table ronde de réagir à ça, il y a deux choses essentielles qui font complètement écho à ce que je me dis, moi, sur la liberté académique. La première, c'est autour, disons, de ce qu'on pourrait considérer comme des raisons supérieures qui viendraient limiter cette liberté académique. Donc Dominique a commencé par ça. Pour certains, il y a une raison supérieure à interdire Piketty parce que violence faite aux femmes. Et ça, dans nos universités, et notamment pour les universités de sciences humaines et sociales, à partir, à mon avis, du début du Covid, ça a été très mis en lumière. C'est-à-dire qu'on a cité divers cas comme ça, où ce qu'on appelle des activistes viendraient supprimer les manifestations. Je dis viendraient, c'est le cas. Chez nous, il y a eu toute une affaire avec la venue, soi-disant interdite, de Sylvia Nagasinski, pour des raisons comme ça. Et je pense que j'ai été sensible à ce moment-là à quel point c'est, effectivement, on peut dire, alors on a tous chacun des idées différentes sur est-ce que c'est pertinent de le faire interdire ou pas. C'est pour ça que je mets tout ça dans le cadre de raisons supérieures, puisqu'elles le sont pour certains, et puis d'autres pas du tout. Ce qui devient une raison supérieure pour certains, pour ces jeunes femmes qui veulent interdire la venue de Piketty égagée, de Piketty en l'occurrence, c'est une raison supérieure. Pour d'autres, et ça a été beaucoup reproché aux universités de sciences humaines et sociales, ça devient un symptôme, ça devient le symptôme en fait d'une forme de gangrène qui toucherait l'université, le fait que des activistes genrés, politiques, viendraient interdire la liberté académique. Et ça, je trouve que ça a été très instrumentalisé par les médias pour signifier qu'il n'y avait désormais dans les universités, qu'une espèce de noyau viendrait noyauter les universités, notamment celle de l'SHS, et qu'on n'inscrirait plus que des thèses en genre, ce qui est complètement faux. Il suffit de voir la liste des thèses inscrites à l'école doctorale pour savoir qu'on fait encore soutenir des thèses du genre les chevaliers de l'an 1000 au lac de Palagru, qui n'ont rien à voir avec les problématiques du genre. Donc il y a ça, il y a ces raisons supérieures-là qui sont qui sont conflictuelles, qui sont polémiques sur les côtés supérieurs ou non. Mais je voudrais dire qu'il y a celles-là, elles sont très mises en relief, elles sont très saillantes, mais il y a beaucoup de raisons qui sont jugées supérieures et qui, de la même manière, dont on peut se poser la question. Par exemple, tu as mentionné, disons, les nouvelles nécessités qu'on pourrait qualifier d'écologiques autour de la recherche. Et avec ça, on a beaucoup parlé avec Eric, il y a à la fois certains champs de recherche qui deviennent suspects ou polémiques, et certaines modalités de recherche qui le deviennent aussi. Par exemple, certains champs, justement, les énergies fossiles. Est-ce que c'est pertinent, désormais, de faire des recherches sur les énergies fossiles? C'est une question qui s'est posée au colloque des VP Recherche à Nantes. Est-ce qu'on continue à autoriser les recherches sur le charbon, sur le pétrole, ou pas? Tu as parlé de la vivisection ou de... Non, pardon, je dis vivisection, c'est très 19e, pardon, parce que je viens de lire une thèse, justement, mais c'est intéressant de réhistoriciser. Je viens de lire une thèse sur, justement, le conflit, la controverse de la vivisection au 19e siècle, où on s'aperçoit que, finalement, c'est des questions qu'on croit très, très contemporaines sur le droit des animaux, mais pas du tout. Il y a aussi des modalités, c'est-à-dire, toujours dans cette même ligne, est-ce qu'on doit imposer un bilan carbone aux chercheurs? Est-ce que, par exemple, c'est pertinent désormais d'aller passer une semaine à Madagascar pour aller faire de la recherche ou pas? Ou est-ce que ce type de recherche-là, désormais, ça n'est pas le cas? Donc il y a ça. Raison supérieure ou pas, là encore, la notion de raison supérieure, je trouve, est très, très intéressante, très ambiguë, en fonction de l'endroit où on se situe. Il y a aussi des raisons supérieures qui sont quand même des raisons d'État. Tu en as parlé, Catherine. En tant que limitation à la liberté académique, à mon sens, il y a... Alors, je vais le dire comme ça, parce que c'est une table ronde après tout. Il y a les appels à projets, il y a les grandes directions. Et donc, on est quand même conduit à chercher, dans certains sens, si on veut avoir des financements. Alors là, ça arrive au deuxième point que je voulais développer moi, et qui est celui qu'a développé Martine, qui est qu'en plus de ces raisons supérieures, il y a évidemment où on se situe
dans quel pays, sur quels objets. Parce qu'il est de dire que moi, en littérature britannique du 19e siècle, qui est mon sujet de recherche, mais qui n'est pas du tout un enjeu polémique, et pour lequel, disons-le, je n'ai pas besoin d'argent, ou très peu, j'ai une liberté royale et totale, absolue, complète. Parce que ça m'est égal de ne pas répondre à aucun appel à projet, et parce que finalement, avec la dotation que me donne mon centre, grosso modo, je fais ce que je veux. Mais quand même, en termes de raison supérieure, les appels à projets, je dis les appels à projets, mais les lignes prioritaires de l'État sont bon, alors on peut dire, si on veut, une incitation, pour ça, là encore, ambivalence de la raison supérieure, mais peut-être incitation, peut-être c'est ce qu'ils disent, hein, ça c'est l'idéologie qui est derrière, c'est plutôt une incitation au progrès, à l'innovation. Bon. Mais n'empêche que si on souhaite travailler dans des champs qui ne sont pas financés et qui ont besoin d'argent, on n'a pas dans ce contexte-là. Et alors, il y a quand même on pourrait dire, des formes de... Enfin, disons, sans vouloir être trop sciences humaines et sociales gauchistes, mais il y a aussi des raisons supérieures qui ont à voir avec l'argent, la rentabilité, tout simplement. J'ai parlé de Madagascar tout à l'heure, parce que c'est un endroit qui m'intéresse depuis plusieurs années. Les recherches sur le paludisme, enfin plutôt le paludisme, continue à faire des centaines de milliers de morts dans le monde. Pour autant, les chercheurs qui veulent travailler sur le paludisme n'ont pas les moyens, n'ont pas les fonds pour le faire. Il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent là-dedans, parce que eh bien, les populations qui en auraient besoin, tout simplement, ne peuvent pas payer les laboratoires. Je le dis de manière, là encore, sans doute caricaturale, mais voilà. Donc, autre raison supérieure, qui pourtant font moins de bruit que quelques féministes qui font entendre finalement une forme d'opposition, voilà, à la venue de quelques autres. Voilà, tout ça pour dire que ces sortes de limitations à la liberté, on les agite, je trouve, d'une manière qui est, elle aussi, toujours orientée, politique. L'autre point, c'est évidemment celui de... Ah oui, pardon, juste sur les modalités de financement, pour répondre un peu à Catherine, quand on dirige une université, eh bien, bon alors, la dotation d'État, tu as raison, est de plus en plus faible, mais je crois, en tout cas, moi je défends vraiment l'idée que c'est important, surtout dans une université comme la nôtre, de maintenir les dotations globales des équipes, de maintenir un financement fort. Alors, c'est pas beaucoup d'argent, mais quand même, c'est un modèle, le financement fort, la recherche sur le temps long, sur des thèmes, sur des projets blancs. La MSH de Bordeaux en a beaucoup, nous aussi, pour continuer à affirmer que oui, il y a de la place à l'université pour cette recherche blanche, libre. Sur la question, sur le fait que, évidemment, l'intervention de Martine, très construite, très puissante, montre bien que ça dépend aussi beaucoup de la liberté académique de l'endroit où on se trouve, du pays où on se trouve, de son sujet, je l'ai dit, de son objet d'étude, de son statut, sans doute aussi, et ça va avec le pays. Il est évident pour moi qu'être française, professeur à l'université, fonctionnaire donc, dans un endroit où, quoi qu'il en soit, quels que soient finalement les choix de recherche que je ferai, ça ne mettra pas en jeu ma liberté au sens de mon existence économique, voilà, c'est quand même très important. C'est-à-dire que ça, la France, dans ce sens-là, je suis angliciste, donc je vois très bien la différence avec les États-Unis ou la Grande-Bretagne, qui pourtant, c'est pas les derniers, hein, historiquement, en termes de liberté d'expression, la Grande-Bretagne, voilà. Mais, Martine l'a dit, c'est vrai en Argentine, mais c'est vrai dans beaucoup de pays, ils suppriment des pans entiers de la recherche, des sections de littérature notamment, avec l'idée que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, là, pour avoir ce que les anglo-saxons appellent tenure, c'est-à-dire être, je ne veux pas dire fonctionnaire, mais avoir la sorte de sécurité de l'emploi, voilà, une liberté statutaire, c'est très 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 marginal et très 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 minoritaire. Donc cette protection française
je pense quand même, passe beaucoup par le statut également. Le sujet de recherche, je l'ai dit, encore une fois, voilà, certains sujets sont moins oui, sensibles, moins importants, moins pertinents, je le dis avec beaucoup d'ironie, mais pour le pouvoir politique que d'autres, voilà. Et donc il y a des endroits complets. Alors Martine a dit quelque chose, il ne faudrait pas que l'université soit, comment dire, c'est cette phrase sur la sénilité, comment il a dit, je ne sais plus. C'est une citation. Ouais, c'est une citation. De cette université qui deviendrait en gros dans une tour d'ivoire et puis qui serait capable de faire coupable d'une forme de sénilité et de pas de lien avec la société. Et il se posait la question de la politisation de l'université. Pour laisser un peu de temps de parole, enfin de questions, moi je voudrais dire que Sandro me disait, alors est-ce que nous on est dans une université politisée? Sans doute moins qu'à d'autres époques, etc. Mais je voudrais dire quand même que pour moi, c'est pas tellement... C'est moins ma question que le fait que je considère que l'université est un endroit très politique, un lieu, une institution très politique, et je crois le voir, en tout cas depuis quelques années je le vois comme ça en discutant avec les gens, une forme d'utopie dans notre société, parce que je crois que les gens avec qui je discute, moi en tout cas, ne comprennent pas très bien comment c'est possible qu'on puisse être payé toute sa vie pour travailler sur la littérature du 19e siècle. Et cet espace-là, alors évidemment, ça nous vaut beaucoup de critiques, énormément de critiques. Cette protection du statut, cette séparation, ça aussi c'est une critique qui revient beaucoup, au nom de la liberté, de faire ce qu'on veut, on serait complètement sourd à ce qui nous entoure. Pour moi, il est très clair que je pense tout le contraire. Je pense vraiment tout le contraire. Quand je dis une utopie, enfin, disons une hétérotopie plutôt, puisqu'on existe quand même bel et bien, à laquelle moi je tiens de manière extrêmement puissante. C'est pas nouveau, et j'ai pas perdu, peut-être que c'est un peu... En tout cas, j'ai pas perdu l'amour pour cette institution que j'avais en commençant, et le sentiment que la liberté qu'on y a en France, hein, est extrêmement grande et tout à fait nécessaire. Je ne vois pas comment, je ne pense pas que ce soit une limitation à la capacité à produire et à instruire, mais au contraire, la garantie quasiment de pouvoir faire ça, d'abord en étant une forme de modèle pour nos étudiants, de modèle idéal en tout cas, d'un rapport à la société qui soit libre, oui, au sens analytique, tranquille. Et moi, je milite à l'université, on semble l'avoir perdu beaucoup, cette tranquillité-là. Mais je pense quand même qu'on a aussi la responsabilité de défendre, de se rendre compte de cette tranquillité, de cette liberté, et de la célébrer et de la défendre, et de la porter comme une qualité énorme. Et alors moi, Catherine, j'espère pas mal faire mon travail, mais non, moi je continue à faire de la recherche, moins bien sûr, pas beaucoup, mais en tout cas, ça m'a l'air, je crois que, je disais une utopie ou une hétérotopie, je crois qu'on est la seule institution désormais à ne pas encore être, comme tu le disais, à ne pas encore être gouvernée par des administrateurs, par des hôpitaux, c'est plus des docteurs qui dirigent les hôpitaux, c'est encore un chercheur qui dirige l'université de Bordeaux, c'est encore un chercheur qui dirige l'université de Bordeaux-Montaigne, alors avec toute une administration autour. Mais ça, pour moi, c'est complètement fondamental. Je crois que ça nous garantit, je pense aussi, que c'est important, c'est pas la même fonction. On travaille côte à côte, toi au conseil d'administration sûrement encore plus, mais on travaille côte à côte avec des administratifs, et très souvent, on connaît moins techniquement les dossiers qu'eux, c'est évident. Mais pourtant, moi je mets quand même toujours une forme d'obligation en fait, à m'exprimer en tant que ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire en tant que chercheur. C'est pas indifférent que ça soit des chercheurs, et je pense qu'il faut qu'on s'exprime à ce titre-là, à peu près toujours. En reprenant ce que vous disiez, bien sûr, mais quand même, parce que c'est un point de vue, qui est précieux
pense. Voilà, et je vais finir avec ça. Je pense que cette liberté, en tout cas pour moi, elle s'est toujours construite aussi dans le fait d'avoir le temps. D'avoir du temps. C'est vrai qu'à ces postes-là, on en a très peu, on n'en a pas beaucoup. Mais je vois aussi qu'en discutant avec beaucoup de mes collègues, ils ont depuis quelques années, je trouve, collectivement, l'impression que vraiment le temps leur manque. Et ça vient empiéter fort sur cette liberté-là. Alors je ne sais pas comment... Enfin, je pense qu'effectivement ça s'est dégradé, mais quand même, moi je milite pour dire quand même... En tout cas, j'essaie moi de me garder du temps, quoi qu'il en soit, et de ne pas sembler déborder. Je ne veux pas me laisser déborder. J'ai pas envie de me laisser déborder, de me dire que donc je perdrai cette liberté-là qui est essentielle aussi, parce qu'on en a besoin, je pense, pour faire nos métiers, puis pour porter une université qui soit forte, qui soit libre. On ne peut pas le faire dans un sentiment d'oppression permanente. Voilà, donc j'espère, moi, je pense que les gens qui travaillent au futur de à la gestion de l'université doivent aussi incarner une forme de... travailler à obtenir une forme de liberté qui se construit aussi dans le recul, dans le temps, qu'on peut quand même en trouver, et le fait de ne pas être en prise permanente avec une urgence. Je pense que c'est très important. Voilà, merci. Merci.